L'homicide serait la principale cause de mortalité chez les femmes enceintes. La lèpre, ou maladie de Hansen, est une infection chronique causée par la bactérie Mycobacterium lepra, qui cible principalement les nerfs périphériques, la peau, les muqueuses des voies respiratoires supérieures et les yeux. Contrairement à une idée reçue persistante, elle n'est pas une maladie qui fait tomber les membres ou provoque directement des mutilations hideuses par un effet corrosif. La réalité est bien plus insidieuse, la bactérie endommage progressivement les nerfs, entraînant une perte de sensibilité dans les extrémités comme les mains, les pieds, le nez ou les oreilles. Sans sensation de douleur, de chaleur ou de froid, les personnes atteintes ne remarquent pas les petites blessures quotidiennes, coupures, brûlures, ampoules ou ulcères, qui s'infectent ensuite de manière répétée. Ces infections secondaires non traitées mènent à une destruction tissulaire progressive, avec absorption osseuse, gangrène sèche et raccourcissement apparent des doigts ou orteils, donnant l'impression de déformation grave. Ce mécanisme explique pourquoi les formes avancées et non traitées, souvent observées historiquement ou dans des contextes de pauvreté extrême, sont associées à des images choquantes de visages altérés, de perte de sourcils ou de nez effondrés. L'Organisation mondiale de la santé et le CDC confirment que ces complications sont presque entièrement évitables avec un diagnostic précoce et un traitement antibiotique multidrogue gratuit, qui guérit la maladie et stoppe la progression nerveuse. Aujourd'hui, dans les pays où l'accès aux soins est limité, comme certaines régions d'Inde, du Brésil ou d'Afrique subsaharienne, le retard au diagnostic reste le principal facteur de handicap permanent. Des études montrent que jusqu'à 30% des patients présentent déjà des lésions nerveuses au moment du diagnostic, souvent parce que les symptômes initiaux de taches cutanées hypopigmentées ou rougeâtres avec anesthésie locale sont ignorés ou mal interprétés. L'affirmation selon laquelle les rats viendraient ronger les extrémités insensibles pendant le sommeil, causant ainsi les mutilations, est un mythe répandu mais infondé. Aucune source médicale fiable, de l'OMS aux revues spécialisées comme The Lancet ou PLOS Neglected Tropical Disease, ne soutient cette idée comme cause principale ou même significative. Les rats peuvent effectivement mordiller des plaies ouvertes existantes dans des conditions d'hygiène précaires, aggravant des ulcères déjà présents dus à la perte de sensation, mais ce n'est pas le déclencheur des déformations. Les véritables coupables sont les traumatismes répétés non perçus, marcher pieds nus sur des sols irréguliers, manipuler des outils chauds, ou porter des chaussures mal adaptées sans sentir les frottements. Dans les zones endémiques pauvres, le manque d'éducation sur l'auto-inspection quotidienne, l'absence de chaussures protectrices et les retards diagnostiques amplifient ces risques. La transmission se fait principalement par des gouttelettes respiratoires lors de contacts prolongés avec des cas non traités multibacillaires, bien que 95% de la population soit naturellement immunisée. Dans les Amériques, les tatous à 9 bandes constituent un réservoir zoonotique connu, avec des cas documentés de transmission via manipulation ou consommation de viande, particulièrement au Brésil rural. Les rats, en revanche, portent parfois une forme distincte appelée lèpre murine due à Mycobacterium lepraemurium, mais celle-ci n'est pas transmissible à l'humain et ne joue aucun rôle dans la maladie de Hansen. Depuis l'introduction de la thérapie multidrogue dans les années 1980, la lèpre est curable en 6 à 12 mois, et les nouveaux cas mondiaux ont chuté drastiquement, autour de 200 000 par an selon l'OMS en 2023. Pourtant, la stigmatisation persiste, alimentée par ces mythes historiques qui associent la maladie à une punition divine ou à une contagion extrême. Des organisations comme la Fédération internationale anti-lèpre soulignent que les déformations visibles sont des reliques d'un passé sans traitement efficace, et que l'éducation, la détection active et l'accès gratuit aux antibiotiques pourraient éliminer les handicaps. Dans les pays à faible revenu, où la majorité des cas surviennent encore, renforcer les programmes de dépistage précoce et fournir des soins podologiques préventifs sauvent non seulement des membres, mais restaurent aussi la dignité des personnes touchées. Imaginez une nuit paisible dans les villages autour du lac Nyo, au nord-ouest du Cameroun, en août 1986. Les familles dorment profondément après une journée de travail dans les champs fertiles de cette région volcanique. Soudain, vers 21h le 21 août, un grondement sourd retentit, suivi d'un jet d'eau et d'une énorme quantité de dioxyde de carbone qui jaillit des profondeurs du lac. Ce gaz, accumulé pendant des années sous pression dans les eaux profondes d'origine magmatique, se libère brutalement dans ce qu'on appelle une éruption limnique,
un phénomène rarissime. Le nuage invisible, plus lourd que l'air, s'étend comme une couverture mortelle sur les vallées environnantes, descendant à grande vitesse et remplaçant l'oxygène nécessaire à la respiration. Les villageois endormis n'ont même pas le temps de se réveiller. Près de 1700 personnes perdent la vie en quelques minutes, asphyxiées sans signe de lutte ni de trauma visible. Des villages entiers comme Nyo, Cha, Kam et Subom sont décimés. Plus de 3500 têtes de bétail succombent également, leurs corps gonflés gisant dans les enclos et les champs. Les oiseaux tombent du ciel, les insectes meurent sur place, créant un silence absolu et terrifiant le lendemain matin. Les survivants, environ 845 hospitalisés, présentent des symptômes compatibles avec une exposition à un gaz asphyxiant, perte de conscience rapide, bulle cutanée, érythème, paralysie temporaire, problèmes respiratoires et lésions. Certains rapportent une odeur d'œuf pourri ou de poudre à canon, peut-être due à des traces de soufre, même si le principal coupable reste le CO2. Une étude médicale publiée dans le British Medical Journal confirme que ces findings cliniques s'alignent parfaitement avec une asphyxie par dioxyde de carbone, causant coma et mort sans violence apparente. Ce qui rend cette catastrophe encore plus glaçante, c'est son caractère silencieux et invisible. Les corps sont retrouvés exactement là où les victimes s'étaient endormies ou vaquaient à leurs occupations quotidiennes. Un survivant, Joseph Nkoin, décrit comment il a senti une odeur terrible, entendu sa fille ronfler anormalement, avant de s'effondrer et de se réveiller des heures plus tard entouré de morts, avec des blessures inexplicables sur le corps. D'autres parlent d'une sensation de chaleur avant l'inconscience. Le lac lui-même change de couleur, passant du bleu profond à un rouge brunâtre à cause du fer remonté des profondeurs, et son niveau baisse d'1 mètre, preuve de la violence de la libération gazeuse estimée entre 100 000 et 300 000 tonnes de CO2. Le 28 janvier 1986 reste une date gravée dans les mémoires pour quiconque s'intéresse à l'exploration spatiale. Ce matin-là, la navette Challenger décolle du Kennedy Space Center en Floride sous les yeux du monde entier, avec à son bord 7 astronautes, dont Krista M.C. Olive, la première enseignante sélectionnée pour voler dans l'espace dans le cadre du programme Teacher in Space. L'excitation est à son comble, des millions d'élèves suivent le lancement en direct dans les écoles américaines. 73 secondes après le décollage, tout bascule. Une boule de feu engloutit la navette, les boosters solides partent dans des directions opposées, et l'orbiteur se désintègre en plein vol à plus de 14 km d'altitude. Ce qui rend cette catastrophe particulièrement glaçante, c'est ce qu'on a appris par la suite sur le sort de l'équipage. Contrairement à ce que beaucoup ont cru sur le moment, l'explosion initiale n'a pas tué instantanément les 7 personnes à bord. La cabine pressurisée, où se trouvaient les astronautes, s'est détachée relativement intacte du reste de la navette. Elle a continué sa trajectoire balistique, montant jusqu'à environ 20 km avant de redescendre en chute libre vers l'océan Atlantique. Le temps total entre la désintégration et l'impact avec l'eau, environ 2 minutes et 45 secondes. Les données récupérées des enregistreurs et l'analyse des débris ont révélé des éléments troublants. 4 packs d'air d'urgence personnel, appelés PIP, ont été retrouvés. Ces dispositifs fournissent de l'air respirable pendant quelques minutes en cas de problème au sol, mais ils ne sont pas pressurisés et ne protègent pas contre une dépressurisation rapide. 3 d'entre eux avaient été activés manuellement, ceux de la spécialiste de mission Judith Resnick, du spécialiste Ellison Onizuka, et du pilote Michael Smith. L'interrupteur du pack de Smith était situé derrière son siège, hors de sa portée, ce qui signifie que Resnick ou Onizuka l'a probablement actionné pour lui. Celui du commandant Dix Kobe n'avait pas été touché, et les 3 autres packs n'ont pas été identifiés avec certitude. Cette activation prouve qu'au moins certains membres d'équipage étaient conscients et réactifs dans les secondes suivant la rupture structurelle. L'enregistrement audio interne de la cabine capture les dernières paroles, juste avant la perte de données. Michael Smith dit « Yo », signe qu'il a perçu un problème imminent. Aucune panique n'est audible avant cela, l'équipage discutait normalement des paramètres de vol. La question qui hante depuis est de savoir combien de temps ils sont restés conscients pendant la chute. La cabine a subi des accélérations intenses au moment de la séparation, estimées entre 12 et 20 grammes pendant quelques secondes, puis elle est passée en chute libre. Selon le rapport médical de Joseph Kerouin, astronaute et médecin chargé de l'enquête sur le sort de l'équipage,
ces forces étaient survivables sans blessure grave majeure. Le vrai danger venait d'une possible dépressurisation de la cabine. À cette altitude, sans pression adéquate, la conscience se perd en quelques secondes à cause du manque d'oxygène. Les pipes fournissaient de l'air, mais pas sous pression suffisante pour contrer une fuite importante. Le rapport officiel conclut que la cause exacte de la mort ne peut être déterminée avec certitude, mais qu'il est possible, sans être certain, que l'équipage ait perdu connaissance rapidement après la rupture due à une perte de pression. Cependant, si la cabine est restée étanche plus longtemps, certains auraient pu rester conscients pendant une partie ou la totalité de la descente. L'impact final avec l'océan, à plus de 330 km/h, a généré des forces d'environ 200 grammes, bien au-delà des limites humaines ou structurelles de la cabine, causant une destruction instantanée. Chaque année, des millions de vies aux États-Unis dépendent directement d'un système qu'on oublie trop souvent jusqu'à ce qu'il manque, la réserve nationale de sang. Les chiffres sont assez brutaux pour donner le vertige. La plupart des produits sanguins, comme les globules rouges, ne se conservent que 42 jours maximum, les plaquettes seulement 5 jours. En temps normal, les banques de sang et les hôpitaux fonctionnent avec un stock tournant qui tourne autour de 2 à 3 jours de réserve pour les types les plus courants. Cela signifie que si, pour une raison quelconque, les collectes s'arrêtaient complètement pendant ne serait-ce que quelques jours, les conséquences deviendraient rapidement dramatiques. Après une semaine sans nouvelle donation, les chirurgies non urgentes seraient reportées, les traitements contre le cancer ralentis, les accidentés de la route et les victimes de fusillades mis en danger direct. Au-delà de 2 semaines, des patients mourraient purement et simplement faute de transfusion possible. Pourtant, ce système fragile repose entièrement sur la bonne volonté d'une toute petite minorité de la population. Environ 60% des Américains remplissent les critères médicaux pour donner leur sang, pas de maladies transmissibles graves, poids suffisant, âge entre 16 et 75 ans selon les États, pas de voyage récent dans une zone à risque, etc. Cela représente quand même plus de 150 millions de personnes éligibles. Mais dans les faits, seule une fraction infime passe régulièrement à l'acte. Les statistiques de la Croix-Rouge américaine et de l'AABB montrent que seulement 3 à 5% de ces personnes éligibles donnent au moins une fois par an. Autrement dit, le stock qui sauve des vies tous les jours provient d'à peine 6 à 7 millions de donneurs actifs. Le plus fou, c'est que le problème n'est pas insurmontable. Les experts estiment que si ce taux passait simplement à 8%, donc un peu plus d'un éligible sur 12 au lieu d'un sur 20, les banques de sang atteindraient une stabilité confortable. Les appels urgents pour tel ou tel groupe sanguin disparaîtraient presque totalement, les réserves resteraient constamment au-dessus du seuil critique, et les hôpitaux pourraient planifier leurs interventions sans craindre une pénurie soudaine. On parle d'un effort supplémentaire ridiculement faible à l'échelle nationale, quelques millions de dons supplémentaires par an, répartis sur 365 jours, cela fait à peine quelques milliers de poches en plus chaque jour. Pourquoi si peu de gens donnent, alors que c'est gratuit, relativement rapide et sans danger réel? Les raisons sont multiples et bien documentées. Beaucoup ignorent simplement qu'ils sont éligibles ou croient à tort qu'ils ne le sont pas à cause d'un tatouage ancien, d'un piercing, d'un médicament courant ou d'un voyage il y a 10 ans. D'autres ont peur des aiguilles, même si la piqûre dure quelques secondes. Le manque de temps est souvent cité, pourtant un don complet prend rarement plus d'1 heure, et les centres mobiles viennent régulièrement sur les lieux de travail ou les campus. Il y a aussi cette impression diffuse que quelqu'un d'autre s'en occupe, renforcée par le fait qu'on n'entend parler des pénuries que quand elles deviennent critiques. Régulièrement, des événements extrêmes mettent en lumière cette fragilité. Après le 11 septembre 2001, les files d'attente pour donner étaient interminables, mais la majorité de ces dons exceptionnels ont fini périmés faute de besoins immédiats. Lors de la pandémie de Covid, les collectes ont chuté brutalement avec les confinements, obligeant la FDA à assouplir temporairement certaines règles d'éligibilité pour maintenir le flux. Les catastrophes naturelles comme les ouragans Katrina ou Harvey provoquent le même phénomène, explosion temporaire de la générosité, suivie d'un retour rapide à l'indifférence habituelle. Ce qui est particulièrement frustrant, c'est que donner du sang est l'un des gestes altruistes les plus efficaces qui existent. Une seule poche peut sauver jusqu'à 3 vies en étant séparée en globules rouges, plaquettes et plasma.
Les receveurs sont des enfants atteints de leucémie qui ont besoin de transfusions hebdomadaires, des femmes en hémorragie de délivrance, des soldats blessés, des greffés d'organes, des victimes d'accidents de voiture. Aucun d'entre nous n'est à l'abri d'en avoir besoin un jour, directement ou pour un proche. Augmenter le taux de donneurs de 5 à 8% ne nécessiterait même pas une campagne héroïque. Il suffirait que chaque donneur régulier convainque une ou deux personnes de son entourage à essayer une fois, et que les entreprises, écoles et églises facilitent un peu plus l'organisation de collectes mobiles. Certains pays européens comme la France ou l'Autriche atteignent déjà des taux bien plus élevés grâce à une culture plus ancrée et des incitations légères. Aux États-Unis, on reste coincé dans ce paradoxe étrange, un pays qui adore se revendiquer généreux, mais qui délègue la sauvegarde concrète de vies humaines à une poignée de fidèles. Dans certaines régions du monde touchées par le trafic sexuel des enfants, particulièrement en Asie du Sud-Est, en Afrique subsaharienne ou dans des zones de grande pauvreté, des centres de prise en charge résidentielle accueillent des mineurs rescapés de l'exploitation sexuelle. Ces structures, souvent appelées SAFOMS ou programmes de restauration, hébergent des enfants et adolescents qui ont subi des abus prolongés, et beaucoup y restent jusqu'à l'âge adulte sans jamais trouver de famille adoptive. Le chemin vers une adoption est bloqué par une combinaison de facteurs médicaux et psychologiques profondément ancrés dans les horreurs qu'ils ont vécues. Les survivants du trafic sexuel infantile arrivent souvent avec un éventail de problèmes de santé physique graves. Les infections sexuellement transmissibles sont extrêmement courantes, incluant la gonorrhée, la chlamydia, la syphilis ou l'herpès, dues à des viols répétés sans protection. Le VIH est particulièrement répandu dans certaines zones à forte prévalence, comme en Inde, au Népal ou en Afrique, où des études sur des survivantes montrent des taux d'infection significatifs liés à l'exploitation forcée. Ces conditions nécessitent un traitement à vie, avec des antirétroviraux coûteux, des suivis médicaux réguliers et un risque de complications comme des infections opportunistes ou des cancers liés. Ajoutez à cela des blessures physiques non soignées, des grossesses forcées avec avortements dangereux, de la malnutrition chronique, des lésions génitales permanentes ou des troubles gynécologiques qui rendent les soins complexes et onéreux. Pour une famille adoptive potentielle, ces besoins médicaux représentent un engagement financier et émotionnel énorme, surtout dans des pays où les systèmes de santé publique sont limités et où l'assurance ne couvre pas toujours les conditions préexistantes. Mais le plus grand obstacle reste souvent le traumatisme psychologique profond. Ces enfants ont subi une violence sexuelle répétée, souvent dès un très jeune âge, combinée à de la manipulation, des menaces de mort, de la privation et une perte totale de contrôle. Les conséquences sont dévastatrices, un grand nombre développent un trouble de stress post-traumatique complexe, avec des flashbacks, des cauchemars, une hypervigilance et une dissociation qui peut ressembler à des absences ou des changements de personnalité soudains. La dépression majeure touche une majorité, avec des risques élevés de tentatives de suicide, tandis que l'anxiété, les troubles de l'attachement et les comportements autodestructeurs compliquent les relations quotidiennes. Beaucoup présentent des symptômes de désordre extrême du stress, incluant une honte écrasante, une méfiance viscérale envers les adultes et des difficultés à former des liens sains. Des études sur des survivantes montrent des taux de comorbidité élevés, où PTSD, dépression et anxiété coexistent chez plus de la moitié des cas, rendant la stabilisation longue et incertaine. Ces traumas rendent l'intégration dans une famille adoptive extrêmement challenging. Un enfant qui fuit les contacts physiques, qui fait des crises de rage imprévisibles ou qui se mutile peut mettre en danger la dynamique familiale, surtout si d'autres enfants sont présents. Les parents adoptifs potentiels, souvent déjà confrontés à des processus bureaucratiques rigoureux, reculent devant la perspective de gérer des crises nocturnes, des hospitalisations psychiatriques ou des thérapies spécialisées qui peuvent durer des années. Dans de nombreux pays, les agences d'adoption priorisent les enfants en meilleure santé pour maximiser les chances de succès, laissant ces survivants dans des limbes institutionnels. Certains ne vivent même pas assez longtemps pour atteindre l'âge de sortie, succombant à des complications du VIH non traitées, à des overdoses liées à des addictions développées comme mécanisme de survie, ou à des suicides. Une des choses les plus étranges et glaçantes que le corps humain peut faire concerne particulièrement le petit orteil, ce membre qu'on considère souvent comme inutile mais qui peut parfois décider de se détacher tout seul. Ce phénomène s'appelle l'auto-amputation,
et il est exactement ce qu'il paraît, une partie du corps, ici typiquement le 5e orteil, se sépare spontanément sans intervention extérieure. Une fois que le processus est lancé, il est effectivement irréversible dans la plupart des cas, car il repose sur une nécrose progressive des tissus qui mène à une séparation naturelle. Le cas le plus emblématique et pur de cette auto-amputation du petit orteil est une maladie rare appelée ENOM, ou dactylolysis spontanea. Elle touche presque exclusivement le petit orteil, souvent des 2 pieds, et se manifeste d'abord par une petite fissure ou un sillon au niveau de la base de l'orteil, du côté interne. Ce sillon s'approfondit progressivement pour former un anneau fibreux qui resserre l'orteil comme un garrot naturel. Au fil des mois ou des années, généralement entre 3 et 5 ans, la constriction devient si forte que l'os se résorbe, les vaisseaux sanguins se bouchent, et l'orteil distal gonfle tandis que la connexion avec le pied se réduit à un fin pédicule de tissu. À la fin, l'orteil tombe tout seul, sans saignement, comme une feuille morte. La douleur est variable, modérée au début, intense quand l'os est comprimé, puis souvent absente à la chute finale. Cette maladie est idiopathique, c'est-à-dire qu'on n'en connaît pas vraiment la cause, même si elle est plus fréquente chez les personnes d'origine africaine, dans les régions tropicales, et chez celles qui marchent beaucoup pieds nus. Des hypothèses pointent vers des microtraumatismes répétés, une hyperkératose plantaire, ou une prédisposition génétique à former du tissu fibreux excessif, mais rien n'est prouvé. Elle touche surtout les hommes entre 30 et 50 ans, et reste extrêmement rare en dehors de certaines populations. Mais l'auto-amputation du petit orteil n'est pas toujours liée à l'ENOM. La cause la plus courante dans les pays développés est la gangrène sèche, souvent chez les diabétiques ou les personnes avec une artériopathie périphérique grave. Quand le flux sanguin vers l'extrémité est insuffisant pendant longtemps, à cause d'athérosclérose, de neuropathie diabétique ou de tabagisme chronique, les tissus meurent progressivement sans infection. L'orteil devient froid, noir, sec et momifié. Une ligne de démarcation nette apparaît entre le tissu mort et le vivant, et si on laisse faire, le corps rejette naturellement la partie nécrosée, l'orteil se détache de lui-même après quelques semaines ou mois. C'est ce qu'on appelle parfois une auto-amputation attendue, et dans certains cas chez des patients fragiles, les médecins préfèrent surveiller plutôt que d'opérer immédiatement, car la gangrène sèche est stable et ne risque pas de s'étendre rapidement comme la gangrène humide. Cependant, attendre trop longtemps peut causer des infections secondaires ou une douleur prolongée, et beaucoup préfèrent une amputation chirurgicale contrôlée pour accélérer la guérison. Ce qui rend ce processus si perturbant, c'est son caractère inéluctable une fois avancé. Dans l'ENOM, essayer de couper l'anneau peut parfois arrêter la progression avec une chirurgie plastique comme une Z-plastie, mais une fois que l'os est atteint, l'amputation est souvent inévitable. Dans la gangrène sèche, améliorer la circulation avec des bypass ou des stents peut sauver le reste du pied, mais la partie déjà noire est perdue à jamais. Le corps, en quelque sorte, décide de sacrifier l'orteil pour protéger le reste. Des cas rapportés montrent des patients qui se réveillent un matin avec leur petit orteil dans la chaussette, ou qui sentent un petit clic quand il se détache sous une légère pression. L'idée que la mort peut frapper n'importe quand, même un jeune en pleine santé, sans aucun signe avant-coureur, est l'une des réalités les plus dérangeantes de l'existence humaine. Ton anecdote sur ce gars à la fac qui éternue plusieurs fois d'affilée et meurt d'une rupture d'anévrisme cérébral touche exactement à ça, une action banale, anodine, qui déclenche une catastrophe fatale. Même si tu n'étais pas présent et que c'est un récit de seconde main, ce genre d'histoire circule parce qu'elle illustre parfaitement à quel point certains dangers sont cachés et imprévisibles. Les anévrismes cérébraux sont des bombes à retardement silencieuses. Ce sont des zones affaiblies sur la paroi d'une artère dans le cerveau qui gonflent progressivement comme un ballon, souvent sans symptômes jusqu'à ce qu'ils rompent. Environ 3 à 5% de la population en a un sans le savoir, et la rupture cause une hémorragie sous-arachnoïdienne, un saignement brutal autour du cerveau qui tue dans 30 à 50% des cas immédiatement ou dans les jours suivants, et laisse des séquelles graves chez beaucoup de survivants. Chez les jeunes adultes en apparence sains, c'est souvent la première et dernière manifestation, pas d'hypertension chronique visible, pas de facteur de risque évident, juste une faiblesse congénitale ou acquise qui lâche au pire moment. Ce qui rend les éternuements particulièrement traîtres comme déclencheurs, c'est l'augmentation soudaine de la pression intracrânienne et artérielle. Un éternuement violent ressemble à un mini Valsalva,
la pression thoracique monte en flèche, le flux sanguin vers le cerveau est perturbé brièvement, et la pression transmurale sur la paroi anévrismale peut dépasser le point de rupture. Des cas documentés existent, comme cet homme de 55 ans qui développe une hémorragie sous-arachnoïdienne après un éternuement forcé, confirmé par scanner et angiographie montrant un anévrisme rompu. Un autre étudiant américain de 26 ans, Sam Messina, éternue dans son lit et sent son cerveau exploser, un caillot sort par le nez, suivi d'un AVC dû à une malformation artério-veineuse déclenchée par la pression, un proche cousin des anévrismes en termes de risque. Il survit après chirurgie d'urgence, mais beaucoup n'ont pas cette chance. Une des anecdotes les plus répugnantes et pourtant véridiques dans le monde de l'entomologie et de la production alimentaire concerne les personnes qui manipulent régulièrement des cafards, comme les chercheurs en laboratoire, les techniciens de contrôle des nuisibles ou les entomologistes. Beaucoup développent avec le temps une allergie professionnelle aux cafards, due à une exposition prolongée à leurs protéines allergènes présentes dans les excréments, la salive, les mues et les corps fragmentés. Ces allergies se manifestent par des symptômes respiratoires, cutanés ou oculaires, parfois sévères, et deviennent un risque occupationnel bien documenté. Ce qui rend l'histoire encore plus troublante, c'est que ces mêmes personnes allergiques aux cafards commencent souvent à réagir au café moulu préemballé, celui qu'on trouve en grande surface ou en boîtes industrielles. L'explication tient à la chaîne de production du café à grande échelle. Les grains verts sont stockés en énormes piles dans des entrepôts, souvent dans des régions tropicales où les cafards prolifèrent naturellement, attirés par l'humidité et l'odeur. Malgré les mesures de contrôle, il est pratiquement impossible d'éliminer tous les insectes qui infestent ces stocks massifs. Quand les grains passent au broyage industriel, les fragments de cafard-corps, ailes, pâtes ou excréments se retrouvent broyés avec les grains et intégrés au produit final. La torréfaction tue les insectes vivants et réduit les risques microbiens, mais certaines protéines allergènes survivent à la chaleur et restent actives. La Food and Drug Administration aux États-Unis autorise explicitement un seuil de « défaut naturel inévitable » dans les aliments, incluant jusqu'à 10% de grains de café infestés ou endommagés par des insectes, ce qui couvre indirectement ces fragments. Bien que les cafards ne soient pas tolérés comme infestation active dans les usines modernes, les grands producteurs affirment maintenir des installations sans problème grâce à des contrôles rigoureux. Les traces provenant des étapes antérieures de stockage persistent souvent dans le café moulu de masse. Le résultat, une personne hautement sensibilisée aux allergènes de cafard peut déclencher une réaction maux de tête, congestion nasale, démangeaisons ou symptômes asthmatiques simplement en buvant une tasse de café prémoulu. Cette connexion a été popularisée par une anecdote célèbre rapportée par l'entomologiste Douglas Emland lors d'une interview NPR en 2009. Son conseiller universitaire, après des années à manipuler des cafards pour des cours d'entomologie, avait développé une allergie si forte qu'il ne pouvait plus toucher les insectes sans réaction. Il évitait scrupuleusement le café prémoulu, optant toujours pour des grains entiers fraîchement moulus, car il avait remarqué les mêmes symptômes après en avoir bu. D'autres témoignages similaires circulent parmi les chercheurs ou les exterminateurs, et même certains propriétaires de colonies de cafards domestiques rapportent avoir développé une sensibilité au café industriel et parfois aux crustacés, due à la tropomyosine, une protéine allergène partagée entre cafards et crevettes. Une des légendes urbaines les plus dégoûtantes qui circulent sur Internet concerne l'idée que si vous avalez des asticots vivants sans les mâcher correctement, ils survivraient dans votre estomac et provoqueraient une myase intestinale, où ces larves commenceraient à ronger vos intestins de l'intérieur. Cette affirmation mélange une part de vérité médicale avec une bonne dose d'exagération horrifique, et elle mérite d'être démontée pour comprendre ce qui se passe vraiment quand on ingère accidentellement des larves de mouches. La myase désigne toute infestation par des larves de diptères, mouches, dans les tissus vivants d'un hôte, humain ou animal. Elle est classée en plusieurs types, cutanée, la plus courante, avec des furoncles sous la peau, nasopharyngée, oculaire, ou encore intestinale. L'idée d'une myase intestinale existe bel et bien, mais elle est souvent qualifiée de pseudomyase ou myase accidentelle, car les larves impliquées ne sont pas des parasites obligatoires qui ont besoin de tissus vivants pour se développer. Elles proviennent généralement d'espèces qui se nourrissent de matière en décomposition, comme les mouches domestiques, les sarcophages ou certaines espèces tropicales. Ces cas surviennent quand des œufs ou des larves sont ingérés via de la nourriture contaminée, fruits pourris,
viande mal conservée, ou polluée, ou même des fromages traditionnels comme le casu marzu sarde, où les asticots sont intentionnellement présents et sautent même hors du fromage. Dans ces situations, certaines larves peuvent survivre temporairement à l'acide gastrique et passer dans les intestins, provoquant des symptômes comme des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements, de la diarrhée, ou simplement le passage de larves vivantes dans les selles. Des cas documentés existent, souvent chez des enfants ou dans des régions tropicales à hygiène précaire, un enfant qui mange des goyaves infestées, un adulte qui consomme de la nourriture exposée aux mouches, ou des voyageurs en zones endémiques. Les larves ne creusent pas activement les parois intestinales comme des vers parasites classiques, elles irritent la muqueuse, se nourrissent éventuellement de contenu intestinal, mais la plupart sont expulsées naturellement en quelques jours sans causer de dommages graves. Les études anciennes et récentes montrent que l'acide stomacal tue la majorité des larves ingérées, rendant une infestation établie rare et généralement bénigne. Le traitement est simple, purgation, antiparasitaire comme l'ivermectine si nécessaire, et surtout éviter la réingestion. Le mythe spécifique selon lequel ne pas mâcher permettrait aux asticots de survivre mieux repose sur une logique fallacieuse. Mâcher tuerait effectivement les larves par écrasement, mais avaler entier ou pas, l'obstacle principal reste l'environnement hostile de l'estomac, pH très acide, enzymes digestives et mouvements péristaltiques qui broient et propulsent tout. Des expériences historiques sur des animaux et des observations humaines confirment que la survie dépend plus de l'espèce de larve et de la quantité ingérée que de la mastication. Dans les cas célèbres comme le casu marzu, les gens avalent délibérément des larves vivantes, souvent sans mâcher pour éviter l'amertume, et les rares complications sont des troubles digestifs temporaires, pas une invasion dévorante des intestins. Les avancées en neurosciences révèlent un aspect profondément troublant des états altérés de conscience suite à un traumatisme crânien grave ou une lésion cérébrale. Des patients classés comme étant en coma, en état végétatif, ou syndrome d'éveil non réactif, ou même en état de conscience minimale montrent parfois des signes d'activité cérébrale indiquant une conscience préservée, bien qu'invisible à l'examen clinique standard. Cette réalité émerge de décennies d'études en neuroimagerie fonctionnelle, comme l'IRMF et le EEG, qui détectent des réponses cognitives là où les comportements moteurs font défaut, transformant notre compréhension de ces syndromes et soulevant des questions éthiques majeures sur le diagnostic, les soins et les décisions de fin de vie. Dans le syndrome d'enfermement, causé typiquement par une lésion du tronc cérébral ventral comme un AVC pontique, la paralysie est quasi totale hormis les mouvements oculaires verticaux et les clignements. Les patients sont pleinement conscients, capables de penser, raisonner et percevoir leur environnement, mais incapables de parler ou bouger volontairement. Des témoignages poignants, comme celui de Jean-Dominique Bauby dans Le Scaphandre et le Papillon, décrivent une prison corporelle où l'esprit reste vif, écoutant chaque conversation au chevet sans pouvoir intervenir. Une étude de 2005 dans Progress in Brain Research confirme que ces patients rapportent une qualité de vie acceptable une fois diagnostiqués, avec une espérance de vie pouvant atteindre des décennies grâce à des interfaces cerveau-ordinateur. Le diagnostic prend souvent 2,5 mois en moyenne, parfois 4 à 6 ans, car ils sont initialement confondus avec un coma ou un état végétatif, soulignant un taux d'erreur clinique de 40% dans ces cas. Au-delà du classique, des recherches pionnières sur l'état végétatif persistent où les yeux s'ouvrent mais sans signes apparents d'éveil environnemental ont bouleversé les certitudes. L'étude Landmark de 2006 par Adrian Owen dans Science a soumis une patiente versus à une IRMF. On lui demandait d'imaginer jouer au tennis ou se déplacer dans sa maison natale. Elle activait les mêmes zones corticales, précuneux, cortex pariétal médian, que des volontaires sains, prouvant une volonté intentionnelle et une conscience cachée. Des travaux ultérieurs, comme celui de 2010 dans The Lancet avec EEG, ont détecté cela chez 17% des patients versus. Une méta-analyse de 2014 dans Brain rapporte que jusqu'à 15 à 20% des patients non réactifs montrent une dissociation cognitive motrice, CMD, où l'esprit suit des commandes sans mouvement visible. Récemment, une étude multicentrique de 2024 dans Nature estime qu'un quart des patients gravement atteints sont conscients qu'ouvertement, avec un meilleur pronostic, ceux détectés récupèrent souvent fonctionnellement en 1 an. Cette vérité brute résonne comme un coup de poing pour beaucoup. Dans le fond, personne ne se soucie vraiment de toi au point de faire de ta vie une priorité absolue.
Les gens ont leurs propres batailles, leurs angoisses, leurs égos à nourrir, leurs factures à payer. Même ceux qui t'aiment le plus, parents, conjoints, amis proches, traversent des moments où leurs besoins passent avant les tiens, et c'est normal. Attendre qu'on te place systématiquement sur un piédestal est une recette garantie pour la déception chronique et l'épuisement émotionnel. Le piège du people pleasing, c'est précisément cette illusion: si je dis oui à tout, si je m'efface, si je devine les désirs des autres avant qu'ils les expriment, alors peut-être qu'on m'aimera vraiment, qu'on me verra indispensable, qu'on ne m'abandonnera pas. En réalité, ça produit l'effet inverse. Les gens finissent par te considérer comme acquis, parce que tu n'as jamais posé de limite. Tu deviens le tapis sur lequel on essuie ses chaussures, pas parce qu'ils sont méchants, mais parce que tu l'as toi-même déroulé. Et pendant ce temps, tu t'épuises à anticiper des besoins qui, la plupart du temps, n'en sont même pas vraiment pour eux. Arrêter de chercher l'approbation constante libère une énergie folle. Dire non sans justification interminable. Choisir ses battles. Passer une soirée seule à lire ou regarder une série nulle plutôt que d'aller à cette énième soirée où tu vas sourire poliment en pensant à autre chose. Refuser une tâche supplémentaire au boulot quand ta charge est déjà pleine. Exprimer un désaccord sans adoucir chaque phrase avec des excuses. Au début, ça fait peur, et si on me trouve égoïste? Et si on m'aime moins? La réponse est simple: ceux qui t'aiment vraiment resteront, et souvent avec plus de respect. Ceux qui s'éloignent n'étaient là que pour le confort que tu leur offrais gratuitement. Pire encore, le people pleasing te vole ta propre identité. À force d'ajuster tes goûts, tes opinions, ton emploi du temps pour coller à ceux des autres, tu finis par ne plus savoir ce que toi tu veux vraiment. Tu te réveilles un jour à 30, 40 ou 50 ans en te demandant qui tu es sous tous ces masques d'adaptation. Reprendre le contrôle, c'est réapprendre à te poser la question la plus basique et la plus révolutionnaire: qu'est-ce que moi, j'ai envie de faire là, tout de suite? Pas ce qui est poli, pas ce qui est attendu, pas ce qui va me faire aimer davantage. Juste ce qui te fait te sentir vivant, aligné, entier. Bien sûr, ça ne veut pas dire devenir un connard égoïste qui ignore totalement les autres. L'équilibre existe: être généreux quand ça te fait plaisir, aider quand tu en as vraiment la capacité et l'envie, sans attendre de retour. Mais la différence est énorme entre donner par joie et donner par peur du rejet. La première version nourrit, la seconde vide. Au final, les rares personnes qui compteront vraiment dans ta vie seront celles qui t'acceptent quand tu poses tes limites, quand tu dis non, quand tu choisis toi d'abord parfois. Elles ne t'aimeront pas malgré ça, mais précisément parce que tu oses être toi. Et pour les autres, ceux qui disparaissent dès que tu cesses d'être leur distributeur automatique de confort émotionnel. Ils n'ont jamais vraiment care de toute façon. Alors oui, personne ne va vivre ta vie à ta place ni la pleurer autant que toi si tu la gaspilles à essayer de plaire à tout le monde. Commence par te plaire à toi-même. Ça ne rend pas le monde plus doux, mais ça te rend enfin libre dedans. Et c'est déjà énorme. Le 3 février 1998 reste une date gravée dans la mémoire collective, particulièrement en Italie où cet événement tragique est connu sous le nom de Strage del Sermi, littéralement le massacre du Sermi. Ce jour-là, dans les Dolomites près de la station de ski de Cavallese, une petite ville pittoresque du Trentin au Adige, une cabine de téléphérique descendant du mont Sermi s'est écrasée au sol depuis une hauteur d'environ 80 mètres, tuant instantanément les 20 personnes à bord. La cause de cette catastrophe effroyable fut un avion militaire américain, un EA-6B Prowler des Marines, qui, lors d'une mission d'entraînement à basse altitude, a sectionné les câbles porteurs avec son aile droite alors qu'il volait bien trop bas et bien trop vite dans une vallée étroite. Imaginez la scène dans cette région alpine magnifique, un après-midi d'hiver ensoleillé où des touristes venus d'Europe profitaient des pistes enneigées. La cabine jaune, transportant 19 passagers et un opérateur, était en pleine descente quand l'avion, piloté par le capitaine Richard J. Ashby avec à ses côtés le capitaine Joseph Schweitzer comme navigateur, a surgi à une vitesse estimée à plus de 800 km/h et à une altitude interdite, bien en dessous des 300 mètres minimum requis pour ce type de vol. L'appareil, un quadrimoteur spécialisé dans la guerre électronique, était parti de la base d'Aviano pour un exercice routinier, mais l'équipage a choisi de descendre beaucoup plus bas que prévu,
peut-être pour admirer le paysage ou simplement par excès de confiance. Le choc a été violent, l'aile a tranché les câbles comme un couteau, et la cabine a chuté en chute libre pendant 7 secondes interminables avant de s'écraser sur les rochers et la neige. Les victimes étaient toutes européennes, un mélange tragique de vacanciers innocents, 7 Allemands, 5 Belges, 3 Italiens, 2 Polonais, 2 Autrichiens et un Néerlandais. Parmi eux, des couples en lune de miel, des amis en groupe, des familles, et même un adolescent de 14 ans avec sa mère. Aucun survivant, juste un silence assourdissant sur les lieux de l'impact, où les secours ont retrouvé une cabine pulvérisée et des corps méconnaissables. Ce n'était pas la première tragédie sur cette ligne de téléphérique. En 1976, un effondrement mécanique avait déjà fait 42 morts, mais cette fois, c'était une erreur humaine directe, aggravée par une violation flagrante des règles de vol. L'enquête a rapidement révélé que l'avion volait en infraction totale aux réglementations. Les cartes militaires américaines n'indiquaient pas les câbles, contrairement aux cartes locales italiennes, et l'équipage n'avait pas été correctement briefé sur les altitudes minimales dans cette zone touristique. Pire encore, l'altimètre radar était censé alerter à basse altitude, mais soit il dysfonctionnait, soit il avait été ignoré. L'avion endommagé a pu rentrer à la base, mais les 4 membres d'équipage ont commis une erreur fatale, ils ont détruit une cassette vidéo filmée depuis le cockpit, censée capturer le vol pour le plaisir, mais qui montrait probablement leur excitation juste avant l'impact. Cette destruction d'évidence a été découverte plus tard, transformant l'affaire en un scandale international. Du côté américain, le procès s'est déroulé devant une cour martiale à Caen-le-Jeune. Ashby et Schweitzer ont été accusés d'homicide involontaire et de négligence, mais acquittés en mars 1999, au motif que les cartes étaient défectueuses et que l'altimètre posait problème. Cette décision a provoqué une vague d'indignation en Italie et en Europe, où beaucoup y voyaient une justice partiale protégeant les militaires américains sous le couvert des accords OTAN, qui donnaient juridiction aux États-Unis. Les charges contre Schweitzer ont été abandonnées, et un second procès pour obstruction de justice et conduite indigne d'un officier a mené à leur renvoi des marines, avec Ashby passant seulement 4 mois et demi en prison sur une peine de 6 mois. En Italie, la réaction fut explosive, manifestations anti-américaines, appel à revoir les bases NATO, et un sentiment durable de trahison. Le président Clinton a présenté des excuses officielles, et les États-Unis ont contribué à hauteur de 75% aux indemnisations, environ 1,9 million de dollars par victime payée par l'Italie Initially. Mais pour beaucoup, justice n'a pas été rendue. Les familles ont porté l'affaire devant des tribunaux civils, et des documents déclassifiés plus tard ont confirmé la pleine responsabilité américaine. 25 ans plus tard, à Cavalese, on se souvient encore avec amertume de cette journée où un entraînement imprudent a tourné au carnage inutile. Dans les années 80, Bogota vivait un boom gastronomique inattendu au milieu du chaos national, avec l'émergence de restaurants haut de gamme qui attiraient l'élite de la capitale colombienne. Parmi eux, l'Angolo de Gigi se distinguait particulièrement, un établissement italien installé sur la route menant à la Calera, cette zone montagneuse fraîche et paisible aux portes de la ville, idéale pour une escapade culinaire loin du tumulte urbain. Dirigé par le chef Gigi Ferruso, un Italien mystérieux arrivé en Colombie après avoir exercé le métier de boucher dès son plus jeune âge, le restaurant s'est rapidement imposé comme une référence absolue pour sa cuisine raffinée, ses plats savoureux et surtout une viande d'une tendreté et d'un goût incomparable qui faisait accourir célébrités, acteurs, politiciens et personnalités influentes. Le succès fut fulgurant, transformant ce coin tranquille en un lieu prisé où l'on venait non seulement pour manger mais pour être vu, dans un décor évoquant les trattorias italiennes authentiques avec ses nappes à carreaux, ses bouteilles de Chianti et ses assiettes généreuses de pasta fresca ou de viande grillée. Ferruso, un homme réservé, presque secret, gérait tout avec une précision maniaque, veillant personnellement à chaque détail, et c'est là que les premières ombres ont commencé à planer. Les employés remarquaient vite que le chef interdisait formellement à quiconque de toucher à la viande crue, il réceptionnait lui-même les livraisons, la préparait seul dans un coin isolé de la cuisine, et affirmait que cette chair exceptionnelle provenait directement d'Italie, envoyée par sa sœur qui gérait supposément une exploitation là-bas. Personne n'osait contredire cet homme qui, au fil du temps, changeait visiblement, adoptant un style plus ostentatoire, fréquentant des cercles puissants et se comportant parfois comme un parrain local, ce qui alimentait déjà des comparaisons peu flatteuses.
La Colombie de cette époque était plongée dans une violence extrême, guerre contre les guérillas, explosion du narcotrafic, paramilitaire naissant, et un climat de peur généralisé où les disparitions forcées étaient monnaie courante. C'est dans ce contexte que les murmures ont commencé à circuler parmi le personnel et les habitués, cette viande si parfaite, si fondante, n'aurait-elle pas une origine plus sinistre? Les rumeurs ont pris de l'ampleur quand on a appris que la sœur de Ferruso, interrogée plus tard, n'ait catégoriquement envoyé quoi que ce soit, expliquant qu'elle était même végétarienne et n'avait plus de nouvelles de son frère depuis son départ d'Italie. Les employés, comme ce Salvatore Balotelli cité dans certains récits, racontaient que Gigi était obsédé par cette viande, refusant qu'on y pose ne serait-ce qu'un doigt, et que son attitude devenait de plus en plus paranoïaque. Le point culminant de cette légende macabre coïncide avec l'un des événements les plus tragiques de l'histoire colombienne, la prise du palais de justice par le M-19 le 6 novembre 1985, suivie d'une reprise militaire brutale qui a causé plus d'une centaine de morts, un incendie dévastateur et surtout des disparitions inexpliquées, notamment parmi le personnel de la cafétéria et certains civils. Un témoignage anonyme, attribué à un ancien agent de la police secrète F2, a fait exploser les spéculations. Il affirmait avoir vu Ferruso sur place, autorisé à entrer pour sélectionner personnellement les cadavres les plus charnus parmi les corps sortis des décombres, comme si une entente existait avec certaines autorités pour fournir cette marchandise au restaurant. Ces corps, issus des conflits armés ou des opérations contre le narco, auraient été vendus discrètement à Gigi, qui entretenait des liens étroits avec des politiciens controversés, renforçant l'idée qu'il n'était plus seulement un chef mais un acteur dans les réseaux sombres du pouvoir. Bien sûr, ces accusations n'ont jamais été prouvées, et les articles qui en parlent aujourd'hui, comme ceux d'El Tiempo ou de Choc, les qualifient explicitement de légende urbaine, un mythe qui a persisté près de 40 ans sans aucune preuve concrète, ni enquête officielle aboutie, ni corps exhumés pour analyse. Pourtant, l'absence de démenti formel et la disparition soudaine de Ferruso ont fait perdurer le doute. Quand les rumeurs ont atteint leur paroxysme, les clients ont fui, le restaurant a fermé ses portes du jour au lendemain, et le chef s'est évaporé sans laisser de traces, comme s'il avait anticipé une tempête inévitable. Personne ne sait ce qu'il est devenu, s'il est retourné en Italie, s'il a changé d'identité ailleurs en Amérique latine, ou si quelque chose de plus sombre l'a rattrapé. Chaque seconde de votre vie, votre corps abrite un écosystème complet, une planète vivante à l'échelle microscopique où des trillions d'organismes minuscules naissent, se nourrissent, se reproduisent et meurent sans que vous en ayez la moindre conscience. Votre peau, cette frontière apparemment solide entre vous et le monde extérieur, est en réalité une vaste savane grouillante de vie, des acariens démodex nichés dans les follicules pileux de vos sourcils et de votre nez, des bactéries comme Staphylococcus epidermidis qui forment des biofilms luisants sur chaque centimètre carré, des champignons Malassezia qui se régalent du sébum de vos pores. Ces créatures ne sont pas des intrus accidentels, elles constituent une communauté essentielle qui vous protège contre des envahisseurs plus dangereux en occupant l'espace et en produisant des substances antimicrobiennes naturelles. Descendez plus profondément et l'aventure devient encore plus fascinante. Dans les replis chauds et humides de votre intestin vivent entre 30 et 40 trillions de bactéries, un nombre qui rivalise avec celui de vos propres cellules humaines. Ces microbes forment ce qu'on appelle le microbiote intestinal, un organe invisible pesant environ 1 à 2 kg chez un adulte. Ils digèrent des fibres que vos enzymes ne peuvent pas décomposer, produisent des vitamines essentielles comme la K et certaines du groupe B, entraînent votre système immunitaire à distinguer amis et ennemis, et influencent même votre humeur via l'axe intestin-cerveau en fabriquant des neurotransmetteurs comme la sérotonine. Sans eux, vous seriez incapable d'extraire une grande partie des nutriments de votre alimentation et votre immunité s'effondrerait rapidement. Votre bouche est une forêt tropicale humide, sur vos dents, vos gencives et votre langue prospèrent des centaines d'espèces différentes qui forment des biofilms complexes, ces fameuses plaques dentaires. Certaines sont bénéfiques et empêchent les pathogènes de s'installer, d'autres deviennent problématiques quand l'équilibre bascule. Même vos poumons, qu'on imagine stériles, hébergent désormais un microbiote propre reconnu par la science, avec des communautés microbiennes qui varient selon que vous vivez en ville ou à la campagne, que vous fumez ou non. Pensez-y, à l'instant où vous lisez ces lignes, des archées méthanogènes prospèrent dans votre côlon, des virus bactériophages chassent les bactéries dans votre salive, des levures colonisent les zones humides de votre peau.
Vous êtes un superorganisme, une collaboration massive entre cellules eucaryotes humaines et une multitude de prokaryotes, de champignons et de virus. Les scientifiques estiment que seulement 43% des cellules de votre corps portent votre propre ADN, le reste appartient à ses compagnons microscopiques. Ce qui rend cette réalité encore plus vertigineuse, c'est leur diversité écrasante. Chaque personne possède une signature microbienne unique, comme une empreinte digitale vivante. Votre microbiote change selon votre alimentation, votre stress, vos voyages, les antibiotiques que vous avez pris, même selon la façon dont vous êtes né, vaginale ou césarienne. Deux jumeaux identiques peuvent avoir des communautés microbiennes très différentes après quelques années de vie séparées. Et pourtant, malgré cette invasion permanente, vous continuez à vous percevoir comme un individu singulier, une entité cohérente nommée « moi ». Mais la vérité biologique est plus poétique. Vous êtes une coalition, un parlement de trillions d'organismes qui ont négocié une paix évolutive sur des millions d'années. Quand cette paix est rompue, quand l'équilibre bascule, naissent les maladies auto-immunes, les allergies, l'obésité, la dépression, peut-être même certains cancers. La prochaine fois que vous vous laverez les mains ou prendrez une douche, souvenez-vous que vous ne faites qu'effleurer la surface de cet univers. Vous éliminez temporairement quelques milliards d'individus, mais la grande majorité reste, fidèle, à l'intérieur de vous, travaillant sans relâche pour maintenir l'écosystème complexe qui vous permet d'exister. Vous n'êtes pas seulement habité par la vie, vous êtes, à l'échelle microscopique, un monde entier en mouvement perpétuel, une galaxie vivante de créatures dont l'existence dépend entièrement de la vôtre, tout comme la vôtre dépend de la leur. Le 25 novembre 1988 marque le début d'un cauchemar inimaginable pour Junko Furuta, une lycéenne japonaise de 17 ans originaire de Misato dans la préfecture de Saitama, une banlieue tranquille au nord de Tokyo où elle vivait avec ses parents, son grand frère et son petit frère dans une vie ordinaire d'étudiante studieuse évitant les excès comme la cigarette ou l'alcool. Ce soir-là, vers 20h30, elle rentrait à vélo de son petit boulot dans une usine de moulage de plastique, économisant pour un voyage de fin d'études, quand un adolescent de 16 ans nommé Nobuharu Minato, plus tard connu sous le nom de Shinji Minato, la fit chuter en la poussant violemment avant de s'enfuir. Hiroshi Miyano, 18 ans et leader d'un petit groupe de délinquants du quartier d'Adachi à Tokyo, s'approcha alors d'elle en feignant la compassion, prétendant que l'agresseur était un fou furieux et qu'il allait l'escorter chez elle pour sa sécurité. Au lieu de cela, il l'emmena dans un entrepôt abandonné où il la viola après l'avoir menacée d'un couteau, se présentant comme un yakuza puissant qui connaissait son adresse et qui tuerait sa famille si elle parlait. Miyano, un drop-out scolaire obsédé par les yakuza avec un casier déjà chargé de vols et d'agressions, appela ensuite ses complices au parc voisin, Jiogura, 17 ans, Yasushi Watanabe, 17 ans, et le même Minato qui revenait sur les lieux. Fanfaronnant de son viol, il les convainquit de garder Junko captive pour qu'ils en profitent à leur tour, la traînant chez Minato dont la maison familiale en Ayase, un quartier modeste d'Adachi, devint le théâtre principal des horreurs pendant 40 jours jusqu'au 4 janvier 1989. Les parents de Minato, un père alcoolique et une mère passive terrifiée par la violence de son fils et ses liens supposés avec la pègre, fermèrent les yeux malgré les cris et les odeurs nauséabondes émanant de la chambre du haut. Ils la forcèrent même à poser comme la petite amie de leur fils quand des voisins ou la police passèrent, et la mère appela une fois chez les Furuta pour vérifier son identité sans rien faire de plus. Dès les premiers jours, Junko fut déshabillé, ligoté et violé en boucle par le quatuor, qui invita ensuite une dizaine d'autres adolescents du coin, portant le total à une vingtaine d'agresseurs confirmés par l'enquête bien que les rumeurs en ligne gonflent cela à 100 ou 500 viols, un mythe démenti par les documents judiciaires. Affamée pendant des semaines avec pour seule ration des restes pourris ou son propre vomi, elle endura des coups de poing et de pied quotidiens, des brûlures de cigarettes sur la peau, des haltères de 25 kilos largués sur son ventre et ses mains brisant ses os, des insertions d'objets comme des bouteilles ou des pétards allumés dans ses organes génitaux dévastant son utérus au point qu'elle fut découverte enceinte lors de l'autopsie. Suspendue au plafond comme un punching ball, forcée de manger des cafards vivants ou de boire sa propre urine, plongée dans des seaux d'eau glacée pour la réveiller de ses évanouissements, elle supplia en vain lors d'appels forcés à ses parents le 28 novembre et plus tard, glissant un « tazuket ». Au secours, avant que la ligne ne soit coupée, mais la peur des représailles familiales l'amusela.
La famille Furuta signala sa disparition dès le 26 novembre à l'école et le 27 à la police. Son petit ami de 23 ans, un ouvrier du bâtiment participant aux recherches, mais les garçons l'avaient déjà contrainte à mentir au téléphone pour stopper l'enquête. Le 4 janvier, 2 semaines avant ses 18 ans, après une défaite au mahjong qui mit Miyano en rage, ils la battirent 2 heures durant, coups de marteau sur la tête, visage brûlé à la cire fondue et au liquide allume-feu, avant qu'elle ne sombre dans un choc traumatique et meure dans la nuit. Paniqués, ils enveloppèrent son corps méconnaissable dans une couverture, le fourrèrent dans un sac de voyage, puis dans un bidon de 200 litres rempli de béton humide qu'ils jetèrent sur un chantier à Kate près du parc Wakazu, où un ouvrier le repéra le 29 mars 1989 à cause d'une odeur putride, l'identifiant par ses empreintes digitales tant son visage était pulvérisé. L'enquête bascula quand Miyano et Ogura furent arrêtés le 23 janvier pour un autre viol collectif sur une femme de 19 ans, avouant alors tout et guidant la police au bidon. Procès en cour familial pour mineurs en 1990, ils plaidèrent lésions corporelles ayant entraîné la mort, plutôt que meurtre, écopant de peines clémentes dues à leur âge, Miyano 20 ans, le maximum pour juvénile, Ogura 5 à 10 ans porté à 10, Minato 5 à 9 ans, Watanabe 3 à 4 ans porté à 5 à 7 ans. Libérés dans les années 90 à 2000, ils rechutèrent, Ogura, devenu Jika Misaku, condamné en 2004 pour une autre agression à 4 à 5 ans, Minato arrêté en 2018 pour tentative de meurtre sur un salariement à coups de matraque et de couteau. Watanabe mourut en 2021 à 49 ans d'une maladie neurodégénérative sans soins, isolé chez sa sœur. Nakamura et Yara, violeurs occasionnels, sortirent vers 2000. Ce scandale, baptisé « l'affaire de la lycéenne emballée dans du béton », le pire crime juvénile post-1945 au Japon, déchaîna une indignation nationale, appel massif aux tribunaux pour la perpétuité ou la peine de mort, lettre au parquet critiquant la complaisance autant laïque envers les mineurs, malgré des précédents comme l'affaire Nagoya 1988 où un 19 ans écopa la chaise électrique. Les parents de Miyano vendirent leur maison pour 50 millions de yens d'indemnité aux Furuta, circonstance atténuante grotesque. La mère Furuta s'évanouit à l'annonce des détails, internée en psychiatrie. Une fracture de la hanche chez une personne de plus de 60 ans représente un événement majeur, souvent perçu comme un tournant dramatique dans la vie des seniors, avec cette idée répandue que les 2 années suivantes ressemblent à un lancer de pile ou face pour la survie. Cette statistique choc de 50% de mortalité dans les 2 ans circule beaucoup, surtout sur les réseaux ou dans des discussions familiales quand un proche tombe et se casse le col du fémur. Elle évoque une image implacable, une chance sur 2 de ne pas passer le cap, comme si l'os brisé signait un arrêt de mort à court terme. Pourtant, en plongeant dans les données médicales récentes issues d'études populationnelles larges et de méta-analyses, la réalité apparaît plus nuancée, avec des chiffres globalement moins alarmants mais toujours préoccupants, surtout parce que cette fracture révèle souvent une fragilité sous-jacente. Les études les plus solides, couvrant des centaines de milliers de patients dans divers pays, montrent que la mortalité à 1 an après une fracture de la hanche opérée varie typiquement entre 15% et 25% pour les plus de 65 ans, avec une moyenne autour de 20 à 22% dans les publications des dernières années. Par exemple, une revue systématique globale de 36 études récentes portant sur plus de 200 000 patients estime cette mortalité à 1 an à environ 22%, en baisse par rapport à l'ancien chiffre de 30% souvent cité des années 90 à 2000. Aux États-Unis, des données médicales ou de cohortes larges indiquent autour de 21%, en Europe 23%, en Australie 25%, et même plus bas en Asie autour de 18%. Pour les 2 ans, les chiffres sont moins standardisés, mais certaines cohortes rapportent des taux cumulés autour de 30 à 40%, loin des 50% systématiques, et souvent concentrés dans la première année où le risque est le plus élevé. Ce qui explique cette surmortalité, c'est moins la fracture elle-même que le contexte, immobilité prolongée favorisant pneumonie, embolie ou infection, décompensation de maladies chroniques comme insuffisance cardiaque ou respiratoire, sans oublier la perte d'autonomie qui accélère le déclin général. Les hommes sont plus touchés que les femmes, avec un risque relatif souvent 1,5 à 2 fois supérieur, et l'âge joue énormément. Chez les 60 à 70 ans en bonne santé, la mortalité à 1 an peut être basse autour de 6 à 10%, tandis qu'au-delà de 85 ans ou avec multiples comorbidités, elle grimpe à 25 à 35%.
Des facteurs comme un score Charlson élevé indiquant plusieurs maladies associées, un retard à la chirurgie ou une incapacité à remarcher rapidement multiplient le risque. L'idée des 50% en 2 ans semble exagérée ou issue de données plus anciennes, ou peut être confondue avec des cas non opérés où la mortalité explose vraiment à 70% à 1 an, ou avec des populations très fragiles comme en maison de retraite. Aujourd'hui, avec des prises en charge multidisciplinaires incluant chirurgie rapide, prévention des complications et rééducation précoce, les pronostics s'améliorent sensiblement dans beaucoup de pays. Cela dit, le risque reste doublé ou triplé par rapport à une population du même âge sans fracture, et l'excès de mortalité persiste plusieurs années, soulignant que cette cassure est un marqueur de vulnérabilité globale plutôt qu'une sentence inévitable. Quand vous humez un parfum, une odeur de pain frais ou même l'air après la pluie, vous ne faites pas qu'interpréter des signaux invisibles, vous inhalez littéralement des morceaux minuscules de la chose elle-même. Chaque inspiration aspire des molécules volatiles qui se détachent de la surface d'un objet, d'une fleur, d'un corps en décomposition ou d'une casserole sur le feu, et ces particules voyagent dans l'air jusqu'à vos narines. Là, elles se dissolvent dans le mucus qui tapisse la cavité nasale et entrent en contact avec des millions de récepteurs olfactifs nichés dans une petite zone appelée épithélium olfactif, grande comme un timbre-poste chez l'humain. Ces récepteurs sont des protéines spécialisées, environ 400 types différents chez nous, qui reconnaissent des formes moléculaires précises. Quand une molécule s'y accroche, elle déclenche un signal électrique qui remonte directement au bulbe olfactif, puis au cortex olfactif primaire, une des rares zones du cerveau à recevoir des informations sensorielles sans passer par le thalamus. C'est pourquoi les odeurs réveillent si violemment les souvenirs, le chemin est court et ancien, relié au système limbique qui gère émotions et mémoire. Pensez à ce que ça implique concrètement. Quand vous sentez une rose, vous incorporez temporairement des fragments chimiques de ses pétales. Quand vous respirez près d'un feu de bois, des particules de lignine brûlée et de résine entrent dans vos poumons. L'odeur d'un fromage affiné? Ce sont des acides gras volatiles et des composés soufrés issus de moisissures et de bactéries qui flottent jusqu'à vous. Même l'odeur corporelle d'une personne contient des phéromones et des métabolites uniques qui racontent son régime, son stress, sa santé. Les animaux exploitent cela à l'extrême. Un chien peut détecter une seule molécule parmi des trillions grâce à ses 300 millions de récepteurs contre nos misérables 6 millions. Un ours polaire repère une carcasse de phoque à plus de 30 km sous la glace. Nous, humains, avons perdu beaucoup de cette capacité au fil de l'évolution, mais nous restons capables de distinguer des milliards de combinaisons odorantes différentes, bien plus que les couleurs ou les sons. Ce qui rend l'idée encore plus étrange, c'est que certaines de ces molécules restent. Des études montrent que des composés odorants peuvent persister dans les tissus nasaux, voire passer dans le sang et atteindre le cerveau. C'est pour ça que certaines odeurs semblent coller à la peau ou aux vêtements, une partie s'est littéralement incrustée. Et dans des cas extrêmes, comme avec le sulfure d'hydrogène ou certains poisons volatiles, inhaler ces particules peut être dangereux précisément parce qu'elles pénètrent le corps. Pendant mon temps de travail au Pearl Harbor National Memorial, j'ai découvert 2 faits absolument glaçants sur l'USS Oklahoma qui m'ont profondément marqué et qui illustrent à quel point cette journée du 7 décembre 1941 a été une tragédie inimaginable pour tant d'hommes jeunes. Le premier concerne le chavirement du navire lui-même. L'USS Oklahoma, un cuirassé de la classe Nevada amarré à Battleship Row, a été touché par jusqu'à 9 torpilles en moins de 12 minutes, ce qui l'a fait basculer rapidement sur le côté jusqu'à se retourner complètement, le fond vers le ciel. Des centaines de marins se sont retrouvés piégés à l'intérieur dans l'obscurité totale, l'eau montant inexorablement autour d'eux. Certains compartiments ont formé des poches d'air temporaires où des groupes d'hommes ont survécu pendant des heures, voire des jours, en tapant désespérément sur les parois avec des outils ou des clés pour signaler leur présence, souvent en morse SOS. Les équipes de secours, composées de travailleurs civils du chantier naval comme Julio de Castro et d'autres marins, ont entendu ces coups dès le matin de l'attaque et ont réussi à découper la coque pour en extraire 32 survivants dans les jours suivants, un exploit héroïque qui a sauvé des vies malgré les risques énormes. Mais pour les autres, c'était impossible d'intervenir plus largement sans percer ces poches d'air, la moindre ouverture aurait fait s'effondrer la pression,
inondant instantanément les compartiments et noyant ceux qui s'y accrochaient encore à la vie. Des témoignages rapportent que ces coups sourds contre la coque ont continué à être entendus pendant plusieurs jours, certains jusqu'à Noël, près de 3 semaines après l'attaque, un bruyantant qui résonnait dans le port encore fumant. Les gardes et travailleurs postés près du navire épave en étaient tellement affectés qu'ils bouchaient leurs oreilles avec du coton pour ne plus l'entendre, un geste désespéré pour préserver leur santé mentale face à cette impuissance totale. Imaginez ces hommes, dans le noir absolu, l'eau froide montant, sachant que des secours étaient juste de l'autre côté de l'acier mais incapables de les atteindre sans les condamner. C'est une des facettes les plus horribles de Pearl Harbor, souvent éclipsée par l'explosion de l'Arizona, mais qui montre la lente agonie subie par tant d'équipiers de l'Oklahoma. Le second fait est encore plus bouleversant quand on pense aux familles. Quand le navire a enfin été redressé en 1943, une opération d'ingénierie massive qui a pris des mois avec des treuils géants tirant sur la coque retournée, et ensuite vidée de son eau et de sa boue, les équipes de récupération n'ont trouvé que des fragments épars de restes humains. Le temps passé sous l'eau, la décomposition dans un environnement fermé et chaud, combiné aux dommages du naufrage, avait réduit les corps à des os brisés et des morceaux méconnaissables. Au total, 429 marins et marines ont péri sur l'Oklahoma, le deuxième plus lourd bilan après l'Arizona. Dans les années 1940, seulement 35 ont pu être identifiés grâce au dossier dentaire de l'époque, les autres ont été enterrés comme inconnus dans des tombes collectives au National Memorial Cemetery of the Pacific à Honolulu, souvent plusieurs ensembles de restes mélangés dans un même cercueil pour limiter le nombre de sépultures. Des décennies plus tard, à partir de 2003, un projet lancé par la défense POW EMEA Accounting Agency a commencé à exhumer ces tombes pour tenter des identifications modernes. Et là, la réalité a été choquante. Un seul cercueil, censé contenir les restes de 5 personnes selon les archives, s'est révélé abriter des fragments appartenant à près de 100 individus différents une fois analysés en laboratoire. Les os étaient si comminglés, séparés et dispersés par les mouvements de l'eau et les opérations de sauvetage, que le DNA a révélé des dizaines de profils génétiques distincts dans un même contenant. Ce projet massif, qui a impliqué des milliers d'échantillons DNA, des comparaisons avec des familles et des analyses anthropologiques poussées, a permis d'identifier plus de 360 des 394 inconnus restants au fil des ans, renvoyant enfin des noms à ces héros anonymes pour des enterrements dignes auprès de leurs proches. Ça montre l'ampleur du chaos à bord pendant ces minutes fatales, où les corps ont été ballottés, démembrés par les impacts et la pression, rendant presque impossible une récupération individuelle à l'époque. Aujourd'hui, le mémorial de l'USS Oklahoma sur Ford Island, avec ses 429 colonnes de marbre blanc représentant les hommes en tenue d'apparat alignés sur le pont, rend hommage à leur sacrifice, et ses efforts d'identification continuent de fermer des plaies ouvertes depuis 85 ans. C'est poignant de penser que grâce à la science moderne, tant de familles ont pu récupérer un morceau de leur histoire, même si ça souligne aussi l'horreur indicible de ce qui s'est passé dans cette coque renversée. Si vous visitez Pearl Harbor, prenez le temps de vous recueillir là-bas, ça remet les choses en perspective sur le coût humain réel de cette journée qui a changé le monde. La perception commune sur les abus sexuels sur mineurs reste souvent limitée à l'image d'un adulte âgé et prédateur, un inconnu ou un vieil homme creepy qui cible des enfants vulnérables, et cette vision alimentée par les médias et les affaires très médiatisées comme celles impliquant des réseaux organisés ou des figures d'autorité corrompues domine largement l'imaginaire collectif. Pourtant, les statistiques fiables issues d'études et de rapports officiels montrent une réalité bien plus nuancée et troublante, où une proportion significative des abus est commise par des jeunes eux-mêmes, souvent des adolescents ou même des enfants plus âgés que les victimes. Selon plusieurs sources spécialisées, environ 30 à 35% des abus sexuels sur mineurs sont perpétrés par d'autres mineurs, c'est-à-dire des individus de moins de 18 ans au moment des faits. Cela inclut des cas où un adolescent de 15 ou 16 ans abuse d'un enfant plus jeune, souvent dans un contexte familial, scolaire ou de voisinage, mais aussi des explorations forcées entre pairs qui dégénèrent en coercition claire. Des rapports du Department of Justice américain, basés sur des données d'arrestation et de signalement aux forces de l'ordre, estiment que les juvéniles représentent autour de 25 à 40% des auteurs connus pour des agressions sexuelles sur des enfants de moins de 12 ans, avec des variations selon les sources. Par exemple, une étude de 2000 sur les signalements à la police indique que les auteurs juvéniles sont responsables d'une part importante quand les victimes sont très jeunes.
Plus précisément, Finkeller et d'autres chercheurs ont compilé des méta-analyses montrant que pour les victimes mineures, plus d'un tiers des abuseurs connus sont eux-mêmes des jeunes, contredisant l'idée que c'est toujours un adulte manipulateur et calculateur. Ce phénomène s'explique en partie par le fait que les abus entre jeunes se produisent souvent dans des environnements proches, où l'accès est facile sans suspicion immédiate, frères et sœurs, cousins, camarades de classe, baby-sittés adolescents ou voisins du même âge approximatif. Les victimes sont fréquemment plus jeunes, avec une différence d'âge de quelques années qui permet une dynamique de pouvoir inégale, même sans violence physique extrême. Beaucoup de ces jeunes auteurs ont eux-mêmes été victimes d'abus auparavant, créant un cycle vicieux où le trauma non traité se traduit par des comportements imitant ce qu'ils ont subi, souvent mélangés à de la curiosité sexuelle mal gérée, des influences pornographiques accessibles trop tôt ou des problèmes de régulation émotionnelle typiques de l'adolescence. Des études sur les délinquants sexuels juvéniles montrent qu'ils diffèrent fortement des adultes, leurs actes sont plus impulsifs, moins planifiés, et leurs taux de récidive sexuelle sont bien plus bas, autour de 7 à 13% sur 5 ans, comparés à ceux des adultes. Cela souligne que punir ces jeunes comme des adultes sans intervention thérapeutique adaptée rate souvent l'opportunité de briser le cycle, car la plupart répondent bien à des programmes de traitement axés sur la responsabilité, l'éducation sexuelle saine et la gestion des traumas. Les araignées possèdent un exosquelette rigide qui ne peut pas s'étendre comme notre peau ou nos os, ce qui les oblige à muer périodiquement pour grandir, un processus fascinant appelé ecdysis où elles abandonnent littéralement leur ancienne carapace pour en révéler une nouvelle plus grande en dessous. Cette mue se produit plusieurs fois chez les jeunes araignées, souvent 5 à 10 fois avant d'atteindre la maturité, et chez certaines espèces comme les tarentules, elle continue même à l'âge adulte, bien que moins fréquemment, permettant non seulement la croissance mais aussi la régénération de membres perdus ou endommagés. Quand on trouve ce qui ressemble à une araignée morte recroquevillée dans un coin, sur une toile ou au sol, il s'agit très souvent non pas d'un cadavre mais d'une exuvie, cette coquille vide parfaitement conservée qui garde la forme exacte de l'araignée avec ses 8 pattes étendues ou pliées, ses yeux et même ses crochets, donnant l'illusion parfaite d'un corps inerte. Ces exuvies sont si réalistes que beaucoup de gens les balayent ou les écrasent en pensant éliminer une menace, alors que l'araignée elle-même s'est éclipsée discrètement, désormais plus grande, plus vive et cachée ailleurs pour laisser durcir sa nouvelle cuticule toute molle et vulnérable juste après la mue. Le processus commence par une préparation hormonale où l'araignée cesse souvent de manger, devient léthargique et cherche un endroit sûr, parfois en tissant un tapis de soie ou en se suspendant à un fil pour les espèces plus légères, tandis que les mygales comme les tarentules se retournent sur le dos dans une posture qui peut sembler alarmante. La carapace du céphalothorax, cette partie avant fusionnant tête et thorax, se fissure en premier comme un couvercle qui saute, permettant à l'araignée de pomper du fluide pour augmenter la pression et s'extraire lentement des anciennes pattes, des pédipalpes et de l'abdomen, un spectacle qui dure des heures et laisse derrière une coquille translucide, creuse et intacte sauf à l'endroit de la sortie. Immédiatement après, l'araignée gonfle son nouveau corps mou en absorbant de l'air ou de l'eau pour gagner jusqu'à 50% de taille avant que la nouvelle exosquelette ne durcisse, la rendant extrêmement fragile pendant cette phase où elle évite tout mouvement brusque pour ne pas risquer une déformation permanente ou une mort par prédation. C'est particulièrement courant dans les maisons où des araignées domestiques comme les tégénères ou les pholques muent dans des recoins sombres, laissant ces cadavres factices qui trompent tout le monde, ou chez les éleveurs de tarentules qui collectionnent ces exuvies pour suivre la croissance de leurs protégés, parfois même pour déterminer le sexe en examinant les structures reproductives visibles sur la mue. Si vous en trouvez une, regardez de près, une vraie araignée morte est souvent écrasée, opaque et désarticulée avec un corps ramolli, tandis que l'exuvie est légère, rigide, souvent avec une fente nette sur le dessus et vide à l'intérieur si on la soulève délicatement. Cela explique pourquoi on a parfois l'impression que les araignées reviennent d'entre les morts ou qu'il y en a une plus grosse qui traîne soudainement, elle a simplement upgradé son armure et continue sa vie, chassant des insectes nuisibles sans qu'on s'en rende compte. La prochaine fois que vous envoyez une qui semble inerte et parfaite, pensez-y comme à une victoire pour elle, un renouvellement qui la rend plus forte, et laissez-la tranquille, car l'araignée vivante, boostée et agrandie, rôde probablement pas loin, prête à contrôler les mouches et moustiques de votre intérieur. Une rumeur persistante circule sur Internet depuis quelques années,
affirmant que les morgues préfèrent embaucher des femmes pour une raison évidente et glaçante, liée à des actes de nécrophilie commis par des hommes sur les corps, en particulier ceux des femmes décédées. Cette idée a explosé en 2023 après un tweet viral de l'autrice Roxane Gay qui mentionnait avoir plongé dans un « rabbit hole » terrifiant en découvrant pourquoi les morgues embaucheraient prioritairement des femmes, suivi de milliers de partages sur TikTok, Threads et Reddit où les gens complètent la phrase avec « pour la raison à laquelle vous pensez ». L'allusion est claire, les hommes seraient plus susceptibles d'abuser sexuellement des cadavres, rendant les employées féminines plus sûres pour manipuler les corps sans risque de violation. Des anecdotes circulent, comme des cas où des employés de morgue masculins auraient transmis des infections bactériennes spécifiques aux morts à leurs partenaires, ou des références à des traditions religieuses anciennes où les rituels post-mortem sont effectués par des personnes du même sexe pour des raisons de modestie, mais aussi pour protéger les corps des abus potentiels. Pourtant, cette affirmation est largement un mythe urbain amplifié par les réseaux sociaux, sans fondement factuel solide. Des enquêtes de fact-checking comme celle de Snopes ont conclu qu'il n'existe aucune preuve que les morgues ou les salons funéraires préfèrent embaucher des femmes pour éviter la nécrophilie. La National Funeral Director Association, qui représente le secteur aux États-Unis, a explicitement déclaré que le genre n'est pas pris en compte dans les recrutements. Bien que des cas isolés et choquants de nécrophilie aient été documentés, comme celui d'un employé de morgue en Ohio qui a admis avoir violé jusqu'à 100 corps féminins entre les années 1970 et 1990, ces incidents sont extrêmement rares et ne justifient pas une politique généralisée. Une étude de 1989 sur 122 cas confirmés de nécrophilie a montré que 92% des auteurs étaient des hommes, mais cela ne prouve pas une corrélation avec les pratiques d'embauche actuelles, et la nécrophilie reste un trouble psychiatrique exceptionnel, pas un risque systémique dans le métier. En réalité, le secteur funéraire est encore majoritairement masculin. Selon les données récentes du Bureau of Labor Statistics et de Zipia, environ 61% des directeurs funéraires et morticiens sont des hommes, contre 39% de femmes. Cependant, une évolution notable est en cours du côté de la formation, plus de 70 à 80% des étudiants en sciences mortuaires sont désormais des femmes, reflétant un changement sociétal plus large où les rôles traditionnellement masculins s'ouvrent aux femmes. Des associations comme la NFDA notent que le nombre de membres féminines a plus que doublé en 20 ans, passant de 7% en 2004 à plus de 18% récemment, et les programmes d'études voient une majorité écrasante d'étudiantes. Cette féminisation s'explique par plusieurs facteurs positifs. Les femmes sont souvent perçues comme plus empathiques pour accompagner les familles endeuillées, plus attentives aux détails dans la préparation des corps, comme le maquillage ou l'habillage, et plus habiles dans la gestion émotionnelle d'un métier exigeant. Historiquement, avant l'industrialisation des pompes funèbres, ce sont justement les femmes qui préparaient les corps à domicile, un rôle qui a été masculinisé au XXe siècle avant de revenir en partie. Personne n'est immunisé contre le lavage de cerveau, et cette idée qu'il suffit d'être intelligent ou éduqué pour y résister est un mythe dangereux qui laisse tout le monde vulnérable. Les gens ne rejoignent pas des sectes parce qu'ils sont stupides ou faibles mentalement, bien au contraire, les recruteurs ciblent souvent des personnes stables, curieuses, idéalistes, en période de transition comme un déménagement, une rupture, une perte d'emploi ou une quête de sens, des profils qui ont de l'énergie à donner et des ressources à investir. Des études menées par des experts comme Margaret Singer ou Steven Hassan montrent que les membres de sectes ont souvent un QI au-dessus de la moyenne, viennent de milieux solides et sont capables de rationaliser n'importe quoi une fois pris dans le processus. Ça peut arriver à n'importe qui, y compris à vous ou à moi, parce que les techniques utilisées exploitent des besoins humains universels, le désir d'appartenance, d'être compris, d'avoir un but plus grand que soi. Les sectes ne sont pas toujours religieuses, même si c'est souvent le cas avec des groupes apocalyptiques ou messianiques. Aujourd'hui, on en voit des formes laïques partout, des systèmes de marketing multiniveaux qui promettent richesse et liberté tout en drainant temps et argent, des mouvements conspirationnistes comme QAnon qui créent une communauté éveillée contre un ennemi invisible, des groupes politiques extrêmes qui transforment l'engagement citoyen en obéissance aveugle, ou même des organisations de développement personnel comme NXIVM qui se vendaient comme des cours d'empowerment mais finissaient en esclavage sexuel et branding. Le point commun est le contrôle autoritaire, pas forcément une divinité. Le recrutement commence presque toujours par ce qu'on appelle le love bombing, une inondation d'affection,
de compliments et d'attention qui fait sentir au nouveau venu qu'il est spécial, enfin compris et entouré des meilleurs amis du monde. Les membres existants se coordonnent pour bombarder la recrue de validation, textos constants, invitations, câlins, déclarations que « tu es exactement ce qu'on cherchait ». Ça crée une dépendance émotionnelle rapide, surtout si la personne se sent isolée dans sa vie quotidienne. Ce n'est pas de l'amitié sincère, c'est une tactique calculée pour associer le groupe à un sentiment d'euphorie et de sécurité, rendant plus difficile toute critique ultérieure. Une fois cette confiance établie, vient l'isolation, la phase la plus insidieuse. Le groupe commence à discréditer subtilement les relations extérieures, tes amis d'avant sont toxiques, ta famille ne comprend pas ton évolution, les médias mentent, les critiques sont des haters jaloux. On te pousse à couper les ponts avec quiconque remet en question le groupe, surtout ceux qui expriment de l'inquiétude, en les qualifiant de négatifs ou non soutenants. Ça se fait progressivement, avec des phrases comme « tu n'as plus besoin de gens qui te tirent vers le bas » ou « nous sommes ta vraie famille maintenant ». Le résultat est que la seule source d'information et de validation devient le groupe lui-même, éliminant toute voix dissonante qui pourrait te faire douter. Si quelqu'un est soudainement hyper gentil avec toi pendant longtemps, te fait sentir unique et indispensable, puis commence à suggérer que tu devrais rompre avec plusieurs personnes de ton entourage, particulièrement celles qui te mettent en garde, c'est un drapeau rouge énorme. Tout semble si bienveillant, si soutenant, mais c'est une méthode systématique pour te rendre dépendant et obéissant. Steven Hassan, un expert qui a lui-même échappé à une secte, a développé le modèle BIT pour identifier ses contrôles, comportements, règles strictes sur ce que tu fais, manges, portes, informations, censure des sources externes, mensonges internes, pensées, phrases toutes faites pour stopper le doute, black and white thinking, émotions, culpabilité et peur pour contrôler. L'histoire de la gynécologie moderne est indissociable d'un chapitre particulièrement sombre et choquant, centré sur la figure de James Marion Sims, souvent qualifié de « père de la gynécologie » pour ses avancées chirurgicales au XIXe siècle. Né en 1813 en Caroline du Sud, Sims a développé des techniques révolutionnaires, comme la réparation des fistules vésico-vaginales, une complication dévastatrice des accouchements prolongés qui causait une incontinence urinaire permanente, rendant les femmes concernées socialement isolées et physiquement souffrantes dans une époque où aucun traitement fiable n'existait. Il a aussi inventé le spéculum vaginal moderne et la position de Sims encore utilisée aujourd'hui pour les examens gynécologiques. Ces innovations ont sauvé d'innombrables vies et posé les bases de la chirurgie gynécologique, lui valant une reconnaissance immense, président de l'American Medical Association en 1876, fondateur de sociétés médicales et des statues érigées en son honneur aux États-Unis. Pourtant, ces progrès ont été obtenus au prix d'expérimentations inhumaines sur des femmes esclaves noires, sans anesthésie, sans consentement véritable et dans un contexte de pouvoir totalement déséquilibré. Entre 1845 et 1849, à Montgomery en Alabama, Sims a opéré à de multiples reprises sur au moins une douzaine de femmes esclaves, prêtées par leurs propriétaires, qui y voyaient un intérêt économique pour restaurer leur valeur productive. 3 d'entre elles sont nommées dans ses écrits, Anarcha, une adolescente de 17 ans souffrant d'une fistule particulièrement grave après un accouchement traumatique, Betsy et Lucy. Anarcha a subi au moins 30 opérations en 4 ans, souvent en position exposée et nue devant d'autres médecins blancs observant la procédure. Lucy a failli mourir d'une infection post-opératoire, et Betsy a enduré des échecs répétés. Ces interventions étaient extrêmement douloureuses, car l'anesthésie à l'éther existait depuis 1846 mais Sims ne l'utilisait pas systématiquement sur ses patientes, invoquant parfois des risques ou des préférences chirurgicales, mais aussi influencé par les croyances racistes de l'époque selon lesquelles les personnes noires ressentaient moins la douleur. Dans un système esclavagiste, ces femmes ne pouvaient pas refuser, leur consentement n'était qu'une illusion, dépendant de la volonté de leur maître qui bénéficiait financièrement d'une guérison potentielle. Sims lui-même possédait des esclaves et opérait dans un petit hôpital improvisé derrière sa maison. Une fois sa technique perfectionnée, il l'appliqua avec anesthésie sur des patientes blanches payantes, construisant sa renommée à New York où il fonda le premier hôpital dédié aux femmes. Ce double standard révèle une exploitation raciale claire, les corps des femmes noires servaient de matériel expérimental pour des avancées ensuite réservées à d'autres. Aujourd'hui,
Cette histoire est largement reconnue comme un exemple flagrant d'expérimentation médicale non éthique sur une population vulnérable, s'inscrivant dans une longue lignée d'abus comme l'étude de Tuskegee ou le prélèvement sans consentement des cellules d'Henrietta Lacks. Des historiens et éthiciens médicaux soulignent comment l'esclavage a accéléré le développement de la gynécologie aux États-Unis, les médecins du Sud ayant un accès illimité à des corps noirs pour tester des procédures risquées. Certains défendent Sims en arguant qu'il était un produit de son époque, que les patientes souffraient terriblement de leurs fistules et auraient voulu un traitement, ou que l'anesthésie était controversée à ses débuts. Mais ces arguments peinent à justifier l'absence de consentement réel et le traitement différencié selon la race. Le débat a ressurgi ces dernières années avec les mouvements contre les monuments controversés. En 2018, la statue de Sims à Central Park à New York a été retirée après des protestations et une commission municipale, relocalisée près de sa tombe à Brooklyn avec une plaque explicative. D'autres statues ont été contestées, et des monuments alternatifs honorent désormais Anarcha, Betsy et Lucy comme les véritables mères de la gynécologie, comme celui inauguré à Montgomery en 2021 par l'artiste Michel Broder. Ces initiatives visent à recentrer l'histoire sur les victimes invisibilisées, à reconnaître leurs souffrances et leurs contributions forcées. L'industrie de l'adoption, particulièrement celle concernant les nourrissons, représente en réalité une forme de trafic d'êtres humains, et dans certains cas un génocide, masqué sous un vernis de justice sociale qui la fait passer pour une noble cause humanitaire. Cette activité génère des milliards de dollars chaque année en profitant directement de la commercialisation d'enfants vulnérables, transformant des drames humains en opportunités lucratives pour des agences et intermédiaires souvent opaques. Des critiques acerbes émergent depuis des décennies sur ce système, soulignant comment il exploite la pauvreté, la coercition et les inégalités structurelles pour arracher des enfants à leur famille biologique, souvent sous prétexte de leur offrir une vie meilleure ailleurs. Prenons l'exemple des adoptions internationales, où des enfants issus de pays en développement sont transférés vers des nations riches comme les États-Unis ou l'Europe, un processus qui a vu son pic dans les années 2000 avec plus de 22 000 adoptions annuelles aux États-Unis seuls, avant de décliner suite à des scandales de corruption et de trafic. Des enquêtes menées par des organisations comme UNICEF ou Human Rights Watch ont révélé des cas où des parents, souvent analphabètes ou en situation de précarité extrême, sont trompés ou forcés à signer des documents de renonciation, croyant parfois à une aide temporaire pour leurs enfants, alors qu'il s'agit d'une cession définitive. Dans des pays comme le Guatemala ou l'Éthiopie, des réseaux ont été démantelés pour avoir acheté des bébés à des mères pauvres pour les revendre à des familles adoptives payant jusqu'à 50 000 $, un mécanisme qui s'apparente clairement à du trafic d'êtres humains selon les définitions de l'ONU, où l'échange monétaire pour un enfant est prohibé. Ces pratiques ne se limitent pas aux frontières internationales, car même aux États-Unis, l'adoption privée domestique soulève des interrogations éthiques graves, avec des agences qui ciblent des mères enceintes en situation de vulnérabilité, comme des jeunes femmes sans ressources ou issues de minorités, pour les convaincre de placer leur bébé via des campagnes publicitaires agressives sur les réseaux sociaux ou dans des centres de grossesse en crise. Une investigation récente a mis en lumière comment certains États, comme l'Utah ou la Floride, facilitent ces adoptions rapides sans période de réflexion adéquate pour les mères biologiques, permettant ainsi à des intermédiaires de facturer des frais exorbitants couvrant voyage, hébergement et conseils juridiques, tout en minimisant les risques de regrets post-partum. Le lien avec le génocide apparaît plus clairement dans des contextes historiques et coloniaux, où l'adoption forcée sert d'outil pour effacer des identités culturelles entières. Chez les peuples autochtones aux États-Unis, par exemple, le Indian Adoption Project des années 1950 à 1970 a vu des milliers d'enfants amérindiens arrachés à leur tribu et placés dans des familles blanches, une politique explicitement conçue pour assimiler et diluer les cultures indigènes, qualifiée de génocide culturel par des historiens et des tribunaux internationaux. De même, lors du génocide au Rwanda en 1994, des enfants Tutsis ont été transférés vers d'autres groupes ethniques ou adoptés à l'étranger, un acte listé comme génocidaire par la Convention de l'ONU de 1948 qui interdit le transfert forcé d'enfants d'un groupe à un autre dans l'intention de détruire ce groupe en partie ou en totalité. Plus récemment, en Ukraine, des allégations portent sur des enfants déportés vers la Russie pour y être adoptés et russifiés, un processus condamné par le Conseil de l'Europe comme potentiellement génocidaire.
Une statistique circule souvent et choque à juste titre. Aux États-Unis, l'homicide serait la principale cause de mortalité chez les femmes enceintes ou en postpartum. Cette affirmation repose sur des données solides issues d'études récentes, mais elle mérite d'être précisée pour bien comprendre ce qu'elle signifie vraiment. On parle ici de pregnancy associated death, c'est-à-dire les décès survenant pendant la grossesse ou dans l'année qui suit l'accouchement, quelle que soit la cause. Dans cette catégorie large, qui inclut les morts violentes, les suicides, les overdoses et les causes médicales, l'homicide émerge effectivement comme l'une des principales causes, souvent devant n'importe quelle cause obstétricale individuelle comme l'hémorragie, les troubles hypertensifs ou la sepsis. Des analyses nationales couvrant les années 2018 à 2022 montrent que les homicides pendant la grossesse ou le postpartum représentent un taux de 3,6 à 5,3 pour 100 000 naissances vivantes, avec une augmentation notable en 2020 liée à la pandémie et à la hausse générale de la violence armée. Pendant la période de grossesse stricte et les 42 premiers jours postpartum, ces homicides dépassent même de plus de 2 fois les principales causes médicales de mortalité maternelle. Une étude récente portant sur 18 ans de données CDC conclut que la violence, homicide et suicide combinés, est la cause numéro 1 de décès pendant cette période, avec les armes à feu impliquées dans plus de la moitié des cas violents. Les femmes enceintes ou postpartum ont un risque d'homicide 16 à 35% plus élevé que les femmes du même âge non enceintes. Ce qui rend ce phénomène particulièrement tragique, c'est son lien étroit avec la violence domestique. La majorité des homicides sont commis par un partenaire intime actuel ou ancien, et les armes à feu sont l'outil principal, dans 70 à 80% des cas selon les années. La grossesse peut aggraver des dynamiques déjà toxiques, jalousie, contrôle, peur de l'abandon, ou escalade de violences préexistantes. Beaucoup de victimes avaient signalé des abus antérieurs, mais les systèmes de protection échouent trop souvent à intervenir efficacement. Les jeunes femmes de moins de 25 ans et les femmes noires sont surreprésentées de façon dramatique, avec des taux parfois 4 à 8 fois plus élevés que la moyenne nationale. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.